Cette vidéo fait partie d'une vidéo plus longue concernant les bases et les notions qu'il faut avoir pour faire un moteur de jeu simple. Ce contenu supplémentaire est disponible pour 5 € et vous permettra d'approfondir le sujet de cette vidéo, comme par exemple la notion de transform, de light, de matrice, de la caméra, des forces, des lois de Newton, de l'éditeur de jeu, etc. Je vous mets le lien directement en description. Ceci étant dit, bon visionnage. Alors commençons par définir qu'est-ce qu'un moteur de jeu. Un moteur de jeu, en anglais Game Engine, est un ensemble de composants logiciels permettant de pouvoir réaliser plusieurs types de jeux vidéo, que ce soit spécifiques ou non, de manière à ce que la réalisation de ces différents jeux vidéo se fasse de manière pratique, simple et rapide. En règle générale, cela pourra avoir un impact sur le budget et le temps alloué pour les différents jeux vidéo qui seront faits avec votre moteur de jeu. Alors maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'était un moteur de jeu, on peut maintenant voir les moyens de le réaliser. Alors en premier lieu, il faudra d'abord définir l'objectif de votre moteur. Votre moteur sera-t-il spécifique à un jeu, spécifique à un type de jeu en particulier, ou devra-t-il être généraliste? En fonction de si votre moteur de jeu est généraliste ou pas, il faudra alors développer plusieurs composants logiciels essentiels au développement des futurs jeux pris en charge par votre moteur. Ne vous embêtez pas à développer des composants logiciels inutiles qui ne seront pas pris en charge par votre moteur, car ce sera tout simplement de l'overkill. C'est-à-dire que vous allez perdre du temps et un budget alloué essentiel. Alors deuxième question qu'on pourrait se poser, est-ce que les jeux développés avec votre moteur seront-ils en 2D, en 3D, voire d'autres modèles? Un jeu en 2D n'aura pas forcément besoin des mêmes composants logiciels qu'un jeu en 3D, et inversement. Alors troisième question, quelles sont les plateformes ciblées par votre moteur? PC, console, PlayStation, Xbox, mobile, Switch, etc. Et enfin, votre moteur aura-t-il un but commercial? Sera-t-il open source, public, privé, etc. Je ne vais pas m'étaler ici, mais cela pourra avoir un impact sur le nombre de personnes qui pourront utiliser votre moteur. Également, si votre moteur est en open source, cela pourra avoir un impact sur le budget et le temps alloué à votre moteur. Cela permettra de pouvoir déléguer une partie de la production de votre moteur à la communauté. Je vous mets un excellent article affiché sur votre écran qui détaille les pour et contre de mettre un logiciel en open source. Alors maintenant on va voir quel est le ou les langages à utiliser pour votre moteur de jeu. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de langage de programmation spécifique au moteur de jeu, mais en réalité il y a beaucoup de langages qui pourront être utilisés pour faire un moteur de jeu. Alors ce qui va permettre de pouvoir définir le ou les langages de programmation à utiliser pour votre moteur sera parmi la liste suivante. Donc en numéro 1 on pourra avoir les connaissances de l'équipe actuelle, le budget et le temps alloué pour votre moteur, les contraintes techniques comme la gestion de la mémoire, la haute performance ou encore l'utilisation de technologies à utiliser pour votre moteur qui sont déjà implémentées dans un langage de programmation particulier. Et on pourra également ajouter la plateforme cible. On pourra également utiliser un langage de script qui va permettre de pouvoir avoir plus de souplesse entre le langage à utiliser pour votre moteur et le langage à utiliser pour les différents jeux vidéo faits avec votre moteur. Alors vous pourrez retrouver sur Wikipédia une liste de différents moteurs de jeu avec les langages de programmation utilisés et leur langage de script associé. Alors rentrons dans le vif du sujet avec la boucle de jeu. La boucle de jeu est quasiment indispensable dans un jeu vidéo. Elle va vous permettre de pouvoir mettre à jour les éléments de votre jeu, de pouvoir vérifier les entrées utilisateurs telles que le clavier ou la souris, ou encore de jouer un son en continu, etc. Alors vous aurez également besoin d'une API de rendu, qui va permettre de pouvoir dessiner des pixels à l'écran. Il faut savoir qu'une API de rendu a un seul objectif, transformer différentes données en un ensemble de pixels définis par une largeur et une hauteur, aussi appelées frame buffer. En règle générale, ces API de rendu manipulent des triangles qui seront ensuite décomposés en pixels, aussi appelés rasterisation. Les API de rendu pourront également communiquer avec la carte graphique pour avoir suffisamment de puissance dans le but de pouvoir dessiner les pixels à l'écran. En infographie, on se représente dans l'espace grâce à un objet mathématique appelé vecteur. Un vecteur peut être défini par 3 éléments, une direction, un sens et une longueur. Un point par exemple peut être défini par un vecteur comme étant la position relative entre notre point et l'origine 0. La position relative d'un point par rapport à un autre point peut également être représentée par un vecteur. En 2D, un vecteur peut être représenté par un couple de 2 valeurs. Ces valeurs seront appelées composantes. La première valeur correspondra à l'axe des abscisses, donc x, et la seconde valeur correspondra à l'axe des ordonnées y.
En 3D, on peut également ajouter une troisième composante, la composante des côtes, Z. Les vecteurs peuvent également subir des opérations entre eux. Par exemple, l'addition de deux vecteurs fera un autre vecteur, la multiplication d'un vecteur par un nombre fera également un vecteur, etc. etc. Alors pour représenter une forme 2D ou 3D, généralement appelée mesh, on peut le faire avec des triangles, où chaque triangle est défini par 3 sommets. En anglais, un sommet se dit vertex ou au pluriel vertices. On peut également faire intervenir le concept d'indice, permettant de pouvoir définir un nombre de sommets moindre en combinant les différents sommets qui se superposeraient. Alors les shaders sont des petits programmes modifiables par l'utilisateur permettant de faire différentes choses. Le point d'entrée de chaque shader sera la fonction main. Les shaders vont prendre en entrée différentes données et retourner en sortie d'autres données. Ces données peuvent être exactement les mêmes, mais comme vous le verrez par la suite, ça peut changer. En règle générale, les API de rendu vont devoir prendre deux shaders, le vertex shader et le fragment shader. Le vertex shader sera exécuté autant de fois qu'il y a de vertices que l'on aura configuré avec l'API de rendu. Ce shader va demander en retour un vecteur, qui comme le nom le stipule, un vertex. Alors une fois que tous les vertex shaders ont été exécutés par l'API de rendu, l'API de rendu va passer à la phase de rasterisation pour pouvoir transformer nos différents triangles en pixels, généralement appelés fragments. A la suite de cela, on va passer au deuxième shader qui sera le fragment shader. Le fragment shader, quant à lui, demandera en valeur de retour une couleur RGBA, donc Red, Blue, Green, Alpha. Cela permettra de pouvoir définir la couleur de chaque pixel de votre écran. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et pour ceux qui veulent une implémentation d'un moteur de jeu contenant les notions abordées dans cette vidéo, vous pouvez accéder à la playlist sur la création d'un moteur de jeu pas à pas, qui est la série principale en cours de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et de mettre un commentaire à cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.